Bonjour, bienvenue dans ce tuto consacré au suivi de gestion bancaire. Pour nous éviter de perdre trop de temps, j'ai préparé un tableau avec les différentes colonnes et certaines opérations déjà pré-saisies, mais je vous explique tout de même l'organisation de ce tableau. Tout d'abord, vous remarquerez qu'il n'y a qu'un seul onglet que j'ai intitulé Banque. Ce n'est pas nécessaire de prévoir un onglet par mois, ça ne sert à rien. Et si vous avez besoin plus tard de faire des statistiques mensuelles, il sera toujours possible de le faire. Une suite de comptes bancaires, toutes les opérations s'accumulent dans le même onglet au fil du temps, et même au fil des années. Donc 8 colonnes au niveau de notre tableau. Là également, ce n'est pas nécessaire de laisser une colonne vide à gauche ou une ligne vide au-dessus. On démarre directement le tableau sur la cellule A1. Dans la première colonne, j'ai mis une date d'opération, ensuite une rubrique qui répondra à une des rubriques que j'ai pré-saisies dans la colonne J, ici un petit peu à part du tableau principal. Un libellé qui permettra de détailler le poste de dépenses ou de recettes en question, un montant de l'opération en question, un sens. Alors je préfère cette organisation-là plutôt que d'avoir une colonne débit, une colonne crédit. Et donc là, on a juste une colonne montant et une colonne sens de la dépense. Et ce sont les formules qui permettront de savoir s'il faut soustraire ou additionner les montants en question. Une date de valeur qui permettra de faire du rapprochement bancaire, c'est-à-dire simplement quand on reçoit son relevé de banque, quand on consulte son relevé de banque sur Internet, ça permet de valider le fait qu'on est en phase avec la banque. Voilà, et ensuite donc un solde perso et un solde banque. La liste de rubriques est bien séparée par une colonne vide du tableau principal. Ça, tout simplement pourquoi, de façon à pouvoir déclarer cette liste de rubriques-là dans le ruban accueil, ici, on va mettre sous forme de tableau la liste de rubriques. Voilà, Excel me prend en compte l'ensemble des rubriques, je valide ça, et Excel me crée un tableau avec un nom ici, le nom du tableau que je vais tout de suite changer pour lui dire que le nom du tableau, ça va être par exemple le TBL comme tableau, TBL rubrique. Voilà une convention pour dénommer les noms de tableaux. Je valide ça. Et l'intérêt de créer cette liste de rubriques, c'est de dire que dans la colonne B, à partir de maintenant, on ne voudrait plus faire d'erreur au niveau de la saisie des rubriques. Et si on doit choisir une rubrique, il faut qu'elle soit prévue dans la liste ici. Donc pour faire ça, on va dans l'onglet Données, Validation des données, Autoriser à partir d'une liste, et la source, évidemment, je pourrais directement lui indiquer que la source est ici, mais si j'ai pris la précaution de créer un tableau préalablement, c'est pour pouvoir utiliser le tableau en question. Comme il s'agit d'un tableau, là, il ne faut pas lui mettre directement le nom du tableau en lui-même, mais on doit lui indiquer au niveau de la source égale indirect, qui est une fonction d'Excel, indirect, entre parenthèses, entre guillemets, et le nom que j'ai prévu pour le tableau en question. TBL, rubrique. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, et je valide. Et donc à partir de maintenant, à l'intérieur de la colonne B, je peux choisir directement les rubriques par une liste déroulante. Et si je saisis une rubrique qui n'est pas prévue dans la liste, Excel me la refuse. Ensuite, je vais faire le même principe pour la colonne E. Pour éviter des erreurs de saisie, je vais lui indiquer que dans cette colonne-là, on ne doit saisir qu'un D ou un R. Je sélectionne donc la colonne entière. Et dans l'onglet Données, Validation des données, choisir à partir d'une liste et la source. Donc là, je la saisis directement à la main, puisque là, on est sûr qu'il n'y aura toujours que deux informations possibles. D, point virgule R. Pas nécessaire d'aller saisir ça dans une colonne un petit peu plus loin sur le tableau. Ici, ça ne sert à rien. OK. Et donc là, ma liste apparaît directement telle que je l'ai créée directement dans Validation des données. Si je saisis une autre lettre que D ou R, Excel me le refuse.
Voilà pour la préparation du tableau. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc pour chaque opération, j'ai indiqué les informations nécessaires. Donc la date opération, une rubrique qui permettra de faire des statistiques plus tard, un libellé qui permet de détailler donc le poste en question, un montant, un sens d'opération. Là, je vois que, par exemple, il y a un prêt qui est prévu à la fin de chaque mois, un remboursement de prêt. Donc, pour prévoir, en supposant que ce prêt s'arrête à fin 2016, on va anticiper les dépenses de 2016 sur ce prêt-là. Donc, je sélectionne la ligne entière. Il a été saisi jusqu'au mois de février. Donc, pour aller jusqu'au mois de décembre, il faut que j'ajoute 10 lignes supplémentaires. Donc, je vais jusqu'à la ligne 69. Voilà, sauf que là, il m'incrémente automatiquement les jours et en même temps, il a incrémenté les montants, ce qui n'est pas forcément terrible. Mais il y a les options de recopie incrémentée en bas de la plage de recopie. Quand je vais à l'intérieur de ça, je vois que je peux incrémenter les mois. J'incrémente les mois et donc il me prévoit une dépense par mois et il a rectifié les montants en question. Voilà comment on va pouvoir anticiper les postes de dépenses réguliers. Par exemple, concernant les impôts, je vais prendre les impôts sur le revenu. Je copie cette fois-ci cette ligne-là pour la coller sous le tableau principal. Donc je ne m'occupe pas de savoir si on est dans l'ordre croissant des dates d'opération, etc. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. On pourra faire du tri plus tard. Je colle, CTRL V, pour coller. Et même principe. Donc là, on démarre non plus au 15 février, parce que celle-ci, elle existe déjà. Mais on va aller au 15 mars. 15 mars 2016, et on va considérer que ça c'est à prévoir jusqu'en octobre, en attendant la régularisation de fin d'année qui ne manquera probablement pas d'intervenir. Donc pour aller jusqu'au mois d'octobre, il nous faut 7 lignes supplémentaires, donc je vais jusqu'à la ligne 77, même principe que tout à l'heure, je vais incrémenter les mois, de façon à ce que ça aille jusqu'au 15 octobre, voilà, etc. Voilà, pour tous les postes réguliers, il faudrait répéter l'opération pour éventuellement les salaires. Si vous estimez qu'en moyenne, vous avez un salaire qui rentre à la fin de mois, donc je vais mettre au 30 mars, 30 janvier 2016. Je mets 30 janvier, histoire de voir comment il va réagir au mois de février 2016. Donc, la rubrique salaire, si je n'ai pas envie de saisir, je vais chercher directement le mot salaire dans la liste de rubriques. On va dire que ça concerne donc, voilà, c'est l'employeur quelconque qui me verse un salaire de 2000 €. Et ça va être une recette. Voilà. Et je dois recopier ça sur, je sais pas, sur 2 ans, par exemple, si on veut. Donc, à la limite, je ne m'occupe pas de savoir le nombre de lignes que je fais. Je vais jusqu'à la ligne, voilà, jusqu'à la ligne 100. Et je vais lui demander d'incrémenter les mois. Voilà ce qui me fait jusqu'en novembre 2017. Pourquoi pas. Donc là, on voit qu'à la place du 30 au mois de février, il a bien mis le 29. Parce qu'il tient compte du fait que le mois de février a moins de jours. Donc, il prend le dernier jour du mois dans ce cas-là. Même chose donc en 2017, qui n'est pas une année bissextile, il a mis le 28 février. Voilà pour les prévisions de dépenses et de recettes. Maintenant, concernant les soldes. Pour la première ligne, on ne va pas s'embêter. On va lui dire directement que c'est égal au montant qu'on a saisi pour le report. Parce que la première ligne, ça concerne le report. On démarre avec quel montant au départ? Voilà, et je fais la même chose pour le solde de banque. Jusque-là, tout va bien. Pour le solde perso est égal au solde perso de la ligne précédente, plus le montant du poste en question qu'il faudra multiplier soit par 1 ou moins 1, selon qu'on est dans le sens d'une dépense ou d'une recette. Donc voilà, je fais l'opération directement, égal le solde précédent qui se trouve sur la cellule en dessus, plus le montant en question multiplié par, et donc là il y a 2 possibilités. On va donc avoir affaire à la fonction si. Pour cette première colonne, je vais directement saisir la fonction si. Pour la deuxième colonne, je ferai différemment. Donc plus si
entre parenthèses. Le test à effectuer. Le test à effectuer pour la fonction ci, il s'agit de savoir si ça c'est une dépense ou une recette. Si E3 est égal, entre guillemets, à R, comme recette. Alors, donc je mets un point virgule. Je dois multiplier le montant en question par 1. Sinon, point virgule, je dois le multiplier par moins 1. Et je ferme la parenthèse. La fonction ci est terminée. La formule pour le solde perso est terminée. Je valide. Je me mets sur cette formule-là. Et pour recopier jusqu'en bas ici, je vais faire un double clic. Sauf que là, il va s'arrêter là où j'ai fait les dates de valeur. Donc, il a recopié directement jusqu'en bas du tableau. Bon, bah, c'est parfait. Pour le solde de banque, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'idée, c'est de dire, tant que je n'ai pas saisi la date de valeur qui correspond à la date enregistrée au niveau de la banque, je ne modifie pas le solde de banque précédent. En d'autres termes, le solde de banque va être égal au solde précédent, plus le montant du poste en question, que je vais multiplier cette fois-ci par 3 possibilités, soit 0 si je n'ai pas de date de valeur renseignée, soit 1 si une date de valeur renseignée et que je sois dans le sens d'une recette, soit moins 1 si je suis dans le sens d'une dépense. Donc on y va. Égale le solde de banque, plus le montant, multiplié, et là on a encore affaire à la fonction ci. Pour changer un petit peu, et que vous puissiez vous rendre compte des différentes possibilités de construire une formule avec des fonctions imbriquées dans la formule, je vais aller chercher la fonction ci, ici à gauche de la barre de formule, dans la liste des fonctions. Là, évidemment, elle a été utilisée récemment sur cet ordinateur-là, donc elle est directement présente dans la liste ici. Si elle n'était pas présente dans la liste ici, il faudrait aller dans Autre fonction, choisir la catégorie logique, et là, on a la fonction ci qui apparaît dans cette liste, dans cet assistant fonction. Je fais OK, et Excel me demande de lui renseigner un certain nombre d'informations qu'on appelle des arguments de la fonction qui vont lui permettre de savoir ce qu'il a à faire. On est bien dans l'hypothèse où on se dit qu'on prend le montant ici de la dépense et on doit le multiplier par un certain nombre. On a dit que le premier nombre c'était 0 si la date de valeur n'était pas renseignée. Pour lui demander de tester la date de valeur, je clique sur date de valeur de la même ligne ici, et je lui dis test, va voir si ça c'est égal à vide. Pour lui demander de tester si c'est égal à vide, je mets 2 guillemets. Pardon, 2 guillemets directement, la touche 3, 2 fois. Voilà, ici il me met faux, ce n'est pas parce que ce que j'ai inscrit ici c'est faux, c'est parce que la date de valeur n'est pas vide. Si la date de valeur était vide, il faudrait multiplier par 0 pour récupérer le même solde de banque que la ligne précédente. Lorsque la date de valeur n'est pas vide, j'ai encore 2 possibilités. Je dois multiplier soit par 1 s'il s'agit d'une recette, soit par moins 1 s'il s'agit d'une dépense. Donc j'ai donc besoin d'une deuxième fonction ci. Le curseur clignote dans valeur s'il faut. Je vais aller récupérer cette deuxième fonction ci directement là. Là, je vais la prendre directement ici puisqu'on l'a utilisée juste avant. Si. Alors, il ne faut pas penser qu'il a tout effacé ce qu'il y avait dans la boîte de dialogue. On est simplement dans la continuité de la précédente formule. On est à l'intérieur du premier si et derrière le deuxième point virgule. C'est-à-dire qu'on est bien dans la valeur s'il faut du premier si. Deuxième test à effectuer. Si la date de valeur n'est pas vide, il faut savoir si le sens est égal à, entre guillemets, un R pour une recette. Si c'est vrai, il faudrait multiplier par 1. Si c'est faux, il faudrait multiplier par moins 1. Alors évidemment, vous avez le droit de lui mettre, si E3 égale D comme dépense, valeur si vrai, ce serait moins 1, et valeur si faux, ce serait 1. On inverse simplement dans ce cas-là.
les valeurs ci vraies, valeurs ci vaut. Voilà, je valide ça. Il me calcule le nouveau solde banque, qui correspond au solde perso ici, ce qui est normal. Sur la cellule ici, là, j'attrape la poignée de recopier avec la petite croix noire et je fais un double clic pour recopier ça jusqu'en bas. Maintenant, pour ne pas avoir à anticiper sur la création de nouvelles lignes, parce que qu'est-ce qui se passe si je crée une nouvelle ligne ici? On va dire au 1er février 2016, je prévois un nouveau poste. Les formules ne sont pas automatiquement recopiées. Et donc, ça m'oblige à chaque fois à prendre ces deux précédentes cellules-là et à les recopier vers le bas. Donc, je réefface ça. Pour ne pas être embêté avec ça, on va simplement, dans le ruban accueil, mettre sous forme de tableau ce tableau en question. Voilà, je prends ce style-là, je valide ça. Alors, on va vérifier simplement que ce que j'ai voulu faire fonctionne correctement. C'est-à-dire que j'ajoute une ligne, 1er février 2016, je valide, et là on voit qu'il a bien effectivement recopié la formule qui était au-dessus sur la nouvelle ligne, ce qui m'évite à avoir à le faire moi-même manuellement. On va se faire un petit loisir, voilà, une petite sortie resto, pour un montant de 45 €. Ça va être une dépense, voilà, et donc il a diminué donc mon budget, mon solde perso. En revanche, il n'a pas touché au solde de banque puisqu'il n'y a pas eu de date de valeur de renseigner. Voilà comment ça se passe. Ensuite, la façon d'utiliser tout ça, simplement pour réorganiser ça dans l'ordre, on va se mettre dans la colonne des dates d'opération et dans l'onglet données, on va faire un tri dans l'ordre croissant, ce qui va me permettre d'avoir un suivi à peu près conforme au déroulement du temps. Donc ça me permet de voir que si je ne fais pas de dépenses d'ici le 30 novembre 2016, bah, j'aurai 40 000 € sur mon compte. Voilà, évidemment, on n'a pas tout renseigné au niveau des dépenses. Ce serait trop beau si c'était comme ça. Voilà, alors maintenant, vous recevez votre relevé de banque, ou alors vous allez sur Internet pour consulter votre relevé de banque, et vous constatez que l'EDF a fait le prélèvement à la date du 1er février 2016. Il suffit de saisir ça et de vérifier si le solde de banque que vous avez dans ces colonnes-là correspond bien au solde que vous avez sur votre relevé en ligne ou de votre relevé papier. Voilà comment ça se passe. Ensuite, si vous avez besoin de faire des statistiques par mois, puisqu'au départ, je vous avais dit que ce n'était pas nécessaire de faire des onglets par mois, on va simplement, en étant à l'intérieur du tableau de passage Excel, donc à créer un nouvel onglet ici, outil de tableau avec le tableau 5. Ce tableau ici, je vais l'appeler, je ne sais pas, TBL banque. C'est le tableau de suivi de la banque. Et à partir de là, on va pouvoir, dans l'onglet Insertion, créer un tableau croisé dynamique. Donc dans l'onglet Insertion, on va pouvoir aller dans Tableau croisé dynamique. Il prend comme source TBL Bank, ce qui est très bien, parce que ça veut dire que au fur et à mesure qu'on va ajouter des enregistrements sous notre base de tableau, de banque, le tableau par lui-même va augmenter sa dimension et le tableau croisé dynamique tiendra compte des nouveaux enregistrements sans qu'on ait besoin de faire autre chose qu'actualiser le tableau croisé dynamique. On met ça sur une nouvelle feuille de calcul. Voilà. Puis on va faire des statistiques par date opération que je vais mettre en ligne, par rubrique que je vais mettre en colonne, les montants que je vais mettre en somme valeur ici. Et voilà un suivi au jour le jour. Maintenant, à nous de lui dire qu'on a préféré avoir un suivi mensuel. Donc, je me mets à l'intérieur d'une des dates d'opération ici. Et dans l'onglet Analyse des outils de tableau croisé dynamique, là, je suis sur la version 2013. Si vous êtes sur la version 2010, ça doit être un autre onglet. Ici, c'est sur le premier onglet. Quelque part, vous allez trouver la notion de groupe pour demander à grouper la sélection. On va faire un groupement par mois et par année. N'oubliez pas de cliquer sur année, sinon
Les mois de janvier à décembre vont s'afficher, mais à l'intérieur, vous aurez le cumul de toutes les années. Donc on valide ça. Et là, vous avez votre suivi au fil des mois. Voilà, voilà. Il reste éventuellement à lui rajouter un total sur les années. Pour ça, on va aller en bas à droite là, dans la liste des champs de tableau croisé dynamique, sur la rubrique année, paramètres de champ. Donc j'ai cliqué sur la liste déroulante à droite. Paramètres de champ, on va lui ajouter un champ personnalisé. On va lui demander de faire la somme, qui nous permet d'avoir le total au niveau de l'année. Voilà un exemple de suivi de gestion bancaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sur les commentaires de la vidéo. Ciao, merci.